Bien, bonjour. Je vais vous faire un exposé un peu plus général. On a convenu on parle d'impact aujourd'hui, hein, c'est la thématique de la journée, c'est de regarder comment ces notions d'impact sont prises en compte dans le processus qui prévaut à l'autorisation de mise en marché des produits phytosanitaires ou au sens plus réglementaire phytopharmaceutique. Alors, je vais prendre un peu de recul par rapport aux exposés experts qu'on a eus jusqu'à maintenant. La première question que l'on se pose, c'est, quand on parle de produits phytosanitaires, c'est quelle activité est revendiquée. Est-ce que c'est une activité revendiquée directe ou indirecte sur les ravageurs ou maladies? Donc si ce n'est pas une activité directe, on part sur des processus d'homologation et de normes sur les engrais. Après, si c'est un effet direct, on va regarder s'il s'agit d'un macro-organisme. Et là, donc, on va prendre une voie différente s'il s'agit d'un macro-organisme en termes de réglementation. Donc, pour ça, on a des décrets qui ont été publiés en France sur la réglementation des macro-organismes. Ou alors, on a quelque chose qui ne répond pas aux critères de macro-organisme. Et donc, dans ce cas-là, on répond à une réglementation européenne, d'un règlement qui date maintenant qui est rentré en application en 2011. Et de décrets nationaux et d'application de dossiers d'AMM, qu'il s'agisse de chimie de synthèse, ou de micro-organismes ou de substances à effet attractives, etc. Donc mon propos va se focaliser sur la partie bleue du dossier d'évaluation pour l'AMM. Alors bien sûr, un circuit d'approbation que l'on connaît quand même maintenant, c'est-à-dire un niveau d'approbation des substances actives au niveau européen, avec différentes catégories de substances dans ce processus d'approbation, selon certains paramètres ou critères qui ont été définis par le législateur. On peut parler de substances de base, dès lors que ces substances sont par ailleurs utilisées naturellement, prenons le poivre ou certains poudres d'os, etc., sur lesquels on va avoir une approbation, une évaluation de la substance, mais sur une durée illimitée. On va avoir des substances qui vont être considérées à faible risque dès lors qu'elles répondent à certains critères de persistance dans l'environnement ou de toxicité vis-à-vis des organismes présents dans cet environnement. Et ensuite des substances actives éventuellement qui peuvent être classées comme candidates à substitution. Elles passent les critères d'approbation, mais elles ont des points particuliers de vigilance qui en font des substances qui vont être concernées par un principe de substitution systématique dans l'évaluation des produits. Donc on voit que par rapport à ça, on a des durées d'approbation qui sont différentes selon le point de préoccupation que peut amener telle ou telle substance. Et c'est bien au niveau national que sont délivrées les autorisations de mise en marché. Donc aujourd'hui, c'est l'ANSES qui a cette responsabilité-là. Et cette autorisation de mise sur le marché va reprendre les principes, toutes les connaissances acquises sur la substance, mais également les risques et les bénéfices apportés par le produit, qui peut associer plusieurs substances, et des coformulants également. Et ce qui va amener donc à classer et à caractériser le produit au regard de sa classification. Donc ça, c'est ce que l'on voit sur l'étiquetage. Donc c'est plutôt des notions de danger, mais également des gestes de prudence, de précaution au niveau des utilisateurs, des mesures éventuellement de gestion du risque au niveau de l'environnement, et pour quel usage, quelle dose et quelle cible le produit est destiné. Donc en fait, le principe de l'homologation, il est très, très simple. C'est évaluer les dangers, les mettre en lien avec des niveaux d'exposition, ce qui se traduit par l'évaluation de risque. Alors l'identification des dangers, ça va être des données acquises sur les propriétés toxicologiques de la substance ou du produit formulé. Alors vis-à-vis des différentes populations sensibles, donc là j'ai mis les mammifères, et un des points de préoccupation essentiels est aussi déjà le premier utilisateur exposé étant l'agriculteur lui-même, mais également le consommateur, les résidents, les riverains, j'y reviendrai, et puis tout ce qui constitue la biodiversité et l'environnement. Et les mesures d'exposition, elles, vont intégrer dans quel système culturel le produit va être utilisé, quelles sont ses conditions d'emploi, et ça va, tout ce contexte agroclimatique va définir aussi des conditions de paramétrage de type de sol, de climat, de température, et également les mesures d'exposition pour le consommateur, mais ce sont les régimes alimentaires que l'on peut rencontrer en Europe. Alors, le processus d'homologation va s'attacher à évaluer la sécurité de l'utilisation de ces produits vis-à-vis de la santé humaine. Donc je parlais de l'applicateur, du promeneur, du résident, du consommateur, du travailleur qui peut rentrer dans la parcelle après traitement. Il va s'attacher également à évaluer la sécurité de l'utilisation vis-à-vis de l'environnement et des différents compartiments, donc sol, eau, air, et des organismes et des populations présentes dans cet environnement.
Et un point quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est le sens et la raison d'être de l'autorisation de mise en marché, qui reste quand même quel service et quelle utilité amène ce produit au niveau d'une protection des cultures. Donc on va aussi évaluer les effets indirects pour avoir l'application de ce produit sur la culture. L'objectif, ce n'est pas non plus de générer des cas de phytotoxicité ou des effets indésirables dans les processus de transformation, mais aussi de bien valider les hypothèses d'efficacité de protection dans la culture dans des systèmes réalistes, et également en déduire des mesures qui aussi peuvent prévenir l'apparition de phénomènes de résistance. Donc on va travailler sur cette balance bénéfice-risque, et je vais revenir maintenant plutôt dans la partie environnement et organisme du sol. Comment cette évaluation de risque pour le compartiment sol est-elle faite? Donc on va d'abord travailler sur la partie donc, exposition, donc devenir et comportement dans le sol de la substance et du produit ou des substances qui composent le produit. Donc je vous ai mis là, en fait, on va se trouver dans des niveaux assez maximalistes, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il n'existe pas d'autres phénomènes de dissipation de la substance que sa simple dégradation. On va considérer une surface de sol de 0 à 5 cm, et on va modéliser donc la dégradation de la substance active après application d'une dose donnée pendant 20 années. Et on va regarder quelles concentrations se cumulent. Alors là, on a un exemple où on a au cours de la dégradation un métabolite qui se forme. Ce métabolite, il va être aussi caractérisé et étudié, ou ces métabolites, de façon à s'assurer qu'il n'amène pas plus de toxicité que le produit parent. Et on va également travailler sur la pertinence de ces métabolites, et éventuellement, ce seront eux qui vont être étudiés en termes d'exposition et d'impact. Donc, les courbes sont très dépendantes du type de substance, mais voilà ce type de situation que l'on peut rencontrer avec ces courbes en dents de scie et d'accumulation. Donc on va prendre en compte les voies de dégradation, aérobie, anaérobie, les taux de dégradation, les phénomènes d'absorption et de désorption et de mobilité. Et on va donc, à partir de là, caractériser le comportement de la substance dans le sol. On va ensuite mettre ça en perspective des conditions d'emploi du produit. Donc en fonction de la région, on va avoir des conditions de dégradation, de température, de climat, d'humidité. Les périodes d'emploi aussi, on n'a pas les mêmes devenirs des substances en fonction d'une application à l'automne ou au printemps. On va considérer également le contexte agronomique. En général, on se met dans des situations quand même maximales où l'ensemble du produit est appliqué sur le sol. Si on veut considérer des phénomènes d'interception en fonction du stade de développement de la culture, les modèles prendront en compte également les phénomènes de lessivage et qui peuvent ramener du produit sur le sol. Tout ça sert à définir, alors j'ai gardé l'acronyme anglo-saxon, une concentration prévisionnelle dans l'environnement de la substance étudiée. Dans des scénarios quand même qui restent, on est bien d'accord, de pire cas, avec donc une application séquentielle, des phénomènes de dégradation limités, des horizons étudiés superficiels également fins, voilà, qui permettent quand même de donner une marge de sécurité dans l'appréciation de l'impact. Face à ça, donc, on a un niveau d'exposition. On va regarder ensuite l'impact, et donc là sur les organismes modèles que l'on prend en compte dans les études de sol. Hein, donc on a parlé vers de terre, alors c'est vrai que sur des études de laboratoire, on est sur le ver de fumier. On va considérer également la macrofaune, donc la mésofaune, les colamboles, et puis la microflore. Avec un principe général, mais qu'on peut appliquer à tout, un principe très macro d'écotoxicologie, hein, c'est d'étudier les effets de réponse en fonction de la dose, après sur des phénomènes que l'on peut, qui peuvent être variables. Ça peut être de la mortalité directe, ça peut être aussi de la biomasse, ça peut être sur des effets long terme, sur des phénomènes de reproduction. Donc on a vu d'autres paramètres également qui peuvent être sur le comportement, sur le fourrage des vers de terre, etc. Tout dépend après quelles variables on va regarder. On va étudier surtout sa réponse à la dose, définir des EC50, mais aussi des concentrations sur lesquelles aucun effet n'est pas observé. On tient compte également de la variabilité des résultats intraspécifiques ou interspécifiques, et en fait tout le travail du dossier écotoxicologique va être de se constituer une base de données suffisante pour pouvoir apprécier au mieux l'impact potentiel en cas d'exposition sur les populations présentes dans le sol.
Donc d'un côté, on a la sensibilité, la vulnérabilité d'une espèce vis-à-vis d'une substance. De l'autre, on a les niveaux prévisibles de concentration que l'on pourrait rencontrer dans le cas d'une utilisation proposée à l'AMM. Et en fait, le grand principe de l'évaluation de risque au sens large également va raisonner sur deux axes, cette notion d'objectif de protection. Donc on va raisonner l'évaluation par rapport à cet objectif de protection qui peut être défini dans des documents guides européens sur lesquels on va tolérer ou non un certain impact sur la population au regard de certains critères. Et en fait, on va avoir une approche par étapes en partant de données de laboratoire relativement basiques et simples, puis en évoluant vers des données ou des systèmes de plus en plus complexes, avec quelque chose qui se veut plutôt conservateur quand on est à un niveau de laboratoire pour évoluer vers des situations qui sont plus proches de la réalité, avec des données plus complexes. Donc c'est cette approche par tir qui est suivie dans les différents documents guides d'évaluation de risque en écotoxicologie, avec des évaluations qui sont aussi bien sur des impacts aigus, qui peuvent avoir des impacts court terme ou long terme, mais des effets aigus, ou des effets long terme. Sur les effets aigus, on va être plutôt sur l'échelle de l'individu ou de la population, et les effets long terme, on va regarder effectivement plutôt sur les populations ou des groupes fonctionnels. Donc les deux dimensions sont prises en compte dans l'évaluation de risque. Avec, sur le premier tir, on va trouver des données tox de base avec des modèles de laboratoire, le ver de fumier par exemple, qui n'est pas forcément représentatif d'une situation agricole ou d'une diversité, mais qui amène aussi des éléments de reproductibles et de facilité aussi d'utilisation pour les tests. Puis on peut complexifier. Donc à chaque étape, on va faire cette comparaison finalement par rapport à mon objectif de protection. Est-ce que quand, dans ces situations de laboratoire, je compare mon niveau d'exposition et mon résultat, est-ce que je suis dans l'objectif de protection que je me suis fixé ou de ratio tox-exposition acceptable? Certaines situations, en termes d'évaluation de risque, on peut s'arrêter à ce niveau rustre en disant finalement, déjà à ce niveau de base, on montre qu'il n'y a pas d'impact au-delà des objectifs de protection définis, de l'utilisation de cette substance dans le contexte donné. Ensuite, on peut complexifier l'évaluation en rajoutant des études sur d'autres espèces pour mesurer la variabilité interspécifique, s'approcher de scénarios d'exposition un peu plus réalistes, c'est-à-dire qu'on peut considérer que l'organisme n'est pas en permanence exposé, mais plutôt sur des périodes de la saison qui ne correspondent pas forcément à des stades de développement ou de reproduction sur lesquels on pourrait observer des effets. Donc on va évoluer vers des scénarios d'exposition affinés et des tests de labo éventuellement avec plus d'espèces. L'autre niveau, c'est on travaille sur des systèmes déjà microcosmes ou mésocosmes où on reconstitue pas un écosystème en tant que tel, mais au moins on met ensemble plusieurs espèces, on regarde comment elles interagissent, on se rapproche d'un système plus réaliste et on travaille là au niveau des populations et de la communauté. Donc je ne sais pas, à discuter, on pourrait considérer que ce qu'on a vu, les études sur vers de terre se situeraient entre un tir 2, un tir 1, tir 3, dans la mesure où on voit déjà des phénomènes de comportement et on mesure des effets, mais on est encore entre du labo et du système un peu plus réel. Et par contre, quand on parle d'études vraiment au champ où on va aller faire des prélèvements, donc là on est sur des niveaux où on est vraiment dans l'écosystème et où on peut regarder effectivement sur des cycles culturaux, suivre des populations et regarder l'impact de la pratique et ou de l'utilisation du produit sur ces systèmes et ces écosystèmes. Alors c'est vrai que plus on va évoluer vers le haut, plus on va être sur des dimensions complexes, multifactorielles, où il va falloir essayer de maîtriser tant que faire se peut un maximum de paramètres pour pouvoir conclure sur le lien direct d'imputabilité ou de causalité de l'utilisation du pesticide sur la population étudiée. Donc ça, c'est, on va dire, une grande base aujourd'hui de l'évaluation de risque en matière d'écotoxicologie et d'environnement. Donc toutes les conclusions, section par section, et donc il y en a de nombreuses, on va aller voir les mammifères, les oiseaux, les arthropodes, les abeilles, et donc là les organismes et les micro-organismes du sol. À chaque étape, on va valider que exposition, l'évaluation de risque répond bien aux objectifs de protection définis. Et ce qui nous sert à définir, alors aujourd'hui en fonction, donc tout ça est défini aussi dans des documents guides européens, et va nous servir à définir une concentration réglementaire acceptable
en se basant sur, alors c'est des notions, soit je ne tolère des notions de tolérance ou d'options écotoxicologiques, de dire je ne veux aucun impact sur ma population ou sur mon organisme, individu ou au sein de la population, ou bien dans certaines situations je peux tolérer un impact dès lors que je suis capable de démontrer qu'il va être transitoire et que dans les cycles de développement et d'enchaînement des cycles de population, je peux avoir une récupération au niveau de la population et une recolonisation, par exemple, par des populations environnantes ou par le simple effet fugace du produit qui, derrière, sur les survivants, permet une réimplantation de la population. Souvent, on raisonne aussi en ratio toxicologique d'exposition, où on va comparer finalement la dose, je parlais tout à l'heure de dose sans effet avec les niveaux d'exposition, on se met des facteurs de sécurité de 10 à 5 si on parle de tox aigu ou tox long terme, pour pouvoir évaluer effectivement l'acceptabilité du risque. Et donc, tout ça amène à définir une dose réglementairement acceptable, et dans les dernières opinions de l'ANSES, pour le cuivre, cette dose était de l'ordre de 4 kg par hectare et par an. De mémoire, essentiellement, effectivement, par rapport à une toxicité lombrique. Voilà. Alors, une fois qu'on a un risque, ensuite, on a plusieurs paramètres. Si on considère qu'à une pleine dose, avec un nombre d'applications données, on n'atteint pas notre objectif de protection, il existe au niveau du gestionnaire de risque plusieurs leviers qu'il peut mettre en œuvre. Et donc, on va travailler sur ces scénarios d'exposition. Alors, il peut y avoir le refus d'AMM, ça c'est assez rédhibitoire. Ensuite, ça peut être des ajustements de dose, ajustements d'application, en fonction du stade de développement de la culture. Et on va trouver dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits certaines phrases, et notamment vis-à-vis des organismes du sol. Il y a la phrase spécifique de protection de l'environnement SPE1, où on peut trouver, pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant cette substance ou cette famille de substances à plus de. Alors ça peut être dans l'année qui suit le traitement. Donc on a des cas comme ça sur certaines substances, dont l'imidaclopride. Ces mesures de restriction, elles peuvent être amenées parce qu'on a des résultats qui montrent un impact potentiel ou parce que le pétitionnaire n'a pas fourni l'ensemble des éléments et par précaution, on va se mettre une durée de précaution avant de pouvoir réutiliser le produit. Donc ça, ce sont des lignes directrices qui sont en ligne sur le site de l'ANSES et qui sont plus après des mesures de gestion de risque. Cette évaluation qui va concourir à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, elle n'est pas acquise, elle n'est pas définitive. Elle va être révisée régulièrement selon différents déclencheurs. Le premier, en introduction de mon exposé, je montrais qu'il y avait des durées d'approbation qui étaient limitées dans le temps des substances actives et d'autant plus réduites qu'au niveau européen, on avait identifié des points de préoccupation liés à ces substances. Ça va enclencher un calendrier européen de réexamen à la fois des substances, mais également de tous les produits qui contiennent ces substances au niveau national. Donc autant d'opportunités aux législateurs, à l'évaluateur, de remettre à jour cette évaluation de risque. Il peut y avoir également des éléments scientifiques nouveaux qui montrent des points qui n'auraient pas été identifiés dans les premières étapes d'évaluation de la substance. Et un État membre peut saisir la Commission qui mandate ensuite l'Agence européenne pour reprendre à la lumière de ces éléments scientifiques si les valeurs de toxicité de référence acquises pour l'évaluation sont toujours valables ou elles doivent être révisées au regard de ces nouveaux éléments scientifiques. Les éléments scientifiques, ça peut être aussi les méthodologies et les documents directeurs qui encadrent l'évaluation. Ensuite, il y a un terme phytopharmacovigilance, implémenté en France depuis une dizaine de mois par la loi d'avenir agricole, la surveillance du territoire existe. Aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives sur les compartiments essentiellement eau, arthropodes et oiseaux, consommateurs également. La loi se veut de renforcer ce dispositif et de le coordonner. Et ce sera également de la responsabilité de l'ANSES. Et l'ANSES, sur la base de données de terrain, d'alerte, de signaux faibles, peut être amené à réviser une autorisation de mise sur le marché d'un produit à la lumière de ces éléments, ou au moins dans l'intervalle, lancer des études spécifiques qui permettront de préciser éventuellement
l'imputabilité ou le lien de causalité entre l'utilisation d'un produit et des phénomènes indésirables ou non suspectés sur le terrain. Alors c'est vrai que sur les organismes du sol, c'est beaucoup plus compliqué là. Je pense que c'est des choses qu'on va très bien se mettre en place sur la faune sauvage, sur l'eau, au souterrain ou de surface. Bon, on a bien vu la complexité du compartiment sol et le caractère multifactoriel des pratiques agricoles versus l'utilisation d'un produit est plus problématique. La même question, c'est comment on organise. Il y a des réseaux participatifs sur les vers de terre. C'est voilà, quel type d'information on va recueillir et quel type d'information permettra quand même de conclure sur un lien de causalité ou d'imputabilité. Ça, c'est le vrai enjeu. Et tout ça se fait dans un contexte finalement d'évolution des valeurs toxicologiques de référence au regard des éléments nouveaux d'évaluation, de l'évolution des documents directeurs, comment on évalue une substance, comment on évalue un essai. Donc la communauté scientifique contribue à l'évolution de ces documents directeurs et éventuellement aussi une évolution, une définition de nouveaux objectifs de protection. Je veux dire, dans le secteur agricole, c'est comme dans tout autre secteur, automobile ou autre, les niveaux de sécurité montent, ça évolue. On ne pratique pas ou on n'a pas les mêmes exigences aujourd'hui qu'il y a 20 ans, bien évidemment, sans que pour autant les substances intrinsèquement aient changé. Voilà, donc je voulais vous donner un peu une vue d'ensemble des grands principes qui prévaut à l'autorisation de mise en marché et au maintien, au réexamen et éventuellement aux ajustements de ces autorisations de mise en marché de produits phytopharmaceutiques, aussi bien de synthèse que biocontrôle, même si dans ce cas-là, pour la partie sol, souvent les produits de biocontrôle étant d'origine souvent tellurique, les choses sont quand même plus simples à démontrer, quoique on peut se poser finalement, quand on parle de biodiversité, certaines questions. Voilà, écoutez, je vous remercie, je pense que j'en avais fini.